Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan, la mobilisation continue malgré la suspension du dialogue par les militaires. Le Conseil militaire au pouvoir dénonce la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale en raison de la mobilisation des manifestants. Lutte contre le sida et les hépatites au Cameroun. Les premiers kits d'autodépistage du sida ont été lancés depuis ce 15 mai. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'ils sont viables à 99%. Et puis au Mali, un groupe mythique fait son retour. Il s'agit de Las Malavilas. Ce groupe formé dans les années 1960 à Cuba par des Maliens est considéré comme l'un des pionniers de la musique afro-cubaine. Au Soudan, en dénonçant la pression de la rue, l'armée a pris la décision de suspendre pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Les manifestants de leur côté ont dit leur intention de maintenir le sit-in de Khartoum. Ils réclament toujours un gouvernement civil. Aïssatou Diamanka-Besland. Le Soudan toujours sous tension. Après 2 jours de négociations entre civils et militaires, les pourparlers ont été suspendus ce mercredi 15 mai au soir. Le Conseil militaire s'est retiré du processus d'entente et de dialogue, un processus qui a été mis en place depuis lundi. Son objectif premier était de parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue des élections démocratiques. Nous avons ainsi décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain. Cette suspension est due à la dégradation de la situation sécuritaire à Khartoum, à l'infiltration parmi les manifestants d'éléments armés responsables de tirs contre les forces de l'ordre. 72 heures, c'est le temps que devrait durer la suspension. Et pourtant, les pourparlers avaient bien commencé pour aboutir à un consensus sur la période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout la mise en place d'un gouvernement essentiellement composé de civils, une demande phare des manifestants depuis le début de leur contestation qui a provoqué l'éviction de l'ancien président Omar el-Béchir qui était au pouvoir depuis 30 bonnes années. On s'aperçoit que finalement, le Soudan vit une période de transition et comme dans toutes les périodes de transition, il y a des tensions et bien évidemment que l'armée ne peut pas lâcher ce précaré qui constitue à la fois sa rente et puis qui est, on va dire, constitutif du système politique soudanais. Donc, il est logique qu'il y ait des tensions entre un projet de société, une société civile, démocratique, et de l'autre côté, un régime militaire qui est un frein au développement politique, économique et social du pays. Khartoum, la capitale soudanaise, est encore sujette de sit-in et de manifestations. Les militaires exigent la levée des barrages routiers érigés par les protestataires. Le Burkina Faso est victime d'attaques armées à répétition. Depuis le début de l'année 2019, 1000 personnes en moyenne ont fui leur domicile. Dernière attaque en date, celle du 12 mai dans un village dans le centre-nord du pays. 6 victimes ont été décomptées. Elles ont été inhumées ce 14 mai. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. Jour de deuil au Burkina Faso, la communauté de Dablo continue d'inhumer ses disparus. Ce mardi 14 mai, encore même scénario de désolation. Dimanche 12 mai 2019, des hommes armés ont attaqué l'église catholique de Dablo, opérant par une fusillade, mettant le feu à l'édifice avant de s'enfuir. Musulmans, protestants, catholiques, ceux de religion traditionnelle, nous avons toujours marché la main dans la main. Donc, il ne faut pas que des actes aussi tragiques puissent venir nous séparer. Nous devons continuer. C'est la 3e attaque contre des églises au Burkina Faso en 5 semaines. Jusqu'à présent, personne n'a revendiqué cet acte terroriste. Le président Roch-Marc Christian Kaboré appelle au calme et à l'unité face à ce qui semble être une recrudescence d'une violence intercommunautaire. Ce qui menace le Burkina Faso, c'est un conflit interreligieux et intercommunautaire. Et tel est l'objectif visé par les terroristes. Un objectif qu'ils n'atteindront pas si tout le monde reste soudé et uni. Au total, 6 personnes ont perdu la vie dans cette attaque lors de la prière. Depuis le début de l'année 2019, 1000 personnes en moyenne ont fui leur domicile. Des groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda cherchent à déstabiliser le pays depuis 2015. Au Cameroun, le pouvoir est prêt à organiser un dialogue pour résoudre le conflit avec les séparatistes. Le gouvernement a annoncé la tenue prochaine de discussions autour des revendications des sécessionnistes. Les précisions de Nathalie Mo.
Les autorités camerounaises multiplient les actions en vue de la résolution de la crise anglophone. Sur le plan sociopolitique, on a noté la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration et l'accélération du processus de décentralisation, ainsi que le lancement d'un plan d'urgence humanitaire de plus de 12,716 milliards de francs CFA. Malgré toutes ces mesures, les tensions demeurent dans les régions anglophones du Cameroun. Toutes les démarches qui sont entreprises par le gouvernement camerounais dans l'optique de la résolution de la grave crise politique, idéologique, identitaire et sécuritaire qui secoue les parties anglophones du pays sont des mesures qui sont intéressantes et qui sont appréciables du point de vue de leur consistance. Depuis 2017, la crise socio-professionnelle de départ s'est radicalisée, entraînant une réponse militaire des autorités. Une erreur stratégique de l'avis de certains observateurs. Des populations se plaignent de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées à la hauteur de leurs desiderata, que leur point de vue ne soit pas intégré, ne soit pas pris en compte dans la gestion des choses qui les concernent, et croire que vous pouvez vous limiter à adopter des résolutions au niveau central et les imposer ainsi aux populations qui se plaignent justement de marginalisation. Il est important d'intégrer la dimension historique, la dimension identitaire, la dimension culturelle qui permet donc de comprendre les ressorts du conflit. Ouvrir l'espace au dialogue inclusif avec les séparatistes, les autorités camerounaises se disent prêtes. Le gouvernement a annoncé en mai 2019 la tenue prochaine de discussions autour des revendications des sécessionnistes, exception faite de la partition de l'État du Cameroun. Se dépister soi-même et à domicile, c'est possible en Afrique centrale. Au Cameroun, depuis ce 15 mai, les premiers kits d'autodépistage du VIH ont été lancés. Ils représentent une viabilité de près de 99% selon l'OMS. Regardez ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les tests d'autodépistage du VIH, des hépatites B et C sont désormais disponibles au Cameroun. Le lancement a été fait à Ngok-Mapoubi dans le département du Nion-Ekele, région du centre. Ces tests permettront aux populations de se faire dépister par eux-mêmes et sans quitter leur domicile. Le sida et les hépatites constituent vraiment un frein pour les populations. Donc nous pensons que c'est une solution déjà pour les jeunes, de connaître leur statut pour se traiter et de prévenir les maladies. Ces tests Exato offrent des autodiagnostics fiables pour usage privé. Il est disponible en 3 variétés, notamment des kits professionnels, couples et uniques. Le virologue camerounais professeur François Keyou, qui pilote ce projet avec ses partenaires Biocinex, a fait des démonstrations d'utilisation en direction des jeunes et des élites du village. Ce qui est important, c'est de dire que ces tests ont montré leur fiabilité au point où nous avons démontré ici même à Ngok-Mapoubi qu'il ne fallait pas aller au centre Pasteur faire des contrôles exonéreux qui coûtent plus de 100 000 francs CFA des hépatites. Nous avons publié et démontré que le test rapide qu'on a fait ici était 100% fiable, le triplex. Selon les statistiques, près de 30% de la population camerounaise ne connaît pas son statut sérologique. Avec l'arrivée de l'autodiagnostic du VIH Exato, test fiable à près de 99% selon l'OMS, le dépistage du VIH-Sida sera désormais accessible à tous. De la culture, à présent avec le retour de Las Maravillas de Mali, un orchestre formé à Cuba dans les années 1960 par des musiciens maliens. Il était devenu l'emblème de la musique afro-cubaine et un demi-siècle plus tard, le groupe fait son retour avec de nouveaux talents. Découverte avec Aïssatou Bari. Le mythique orchestre Las Maravillas de Mali effectue son grand retour sur la scène. Parti en 1964 à Cuba pour étudier la musique à la faveur d'échanges entre pays africains socialistes et l'État cubain, 10 apprentis musiciens maliens vont créer cet orchestre dénommé Les Merveilles du Mali. Et ainsi comme Dieu a appris Là, j'ai appris à organiser la musique et à jouer avec les musiciens cubains. Vous apprenez Mozart, Chopin, Beethoven, Bach à l'école. Mais vous apprenez la musique cubaine dans la rue avec les musiciens. C'est là que j'ai appris à arranger la musique. À Cuba, comme en Afrique de l'Ouest, le public est conquis, en particulier grâce au tube Rendez-vous chez Fatimata, un succès fulgurant, mais le coup d'État militaire de 1968 au Mali va freiner l'élan du groupe qui s'est peu à peu disloqué. Dans la musique mandingue,
mais en cubain, des rythmes cubains, et je l'ai fait, ça marchait. Et donc j'ai dit, bon, je vais passer avec lui. Et je crois que ça a donné quelque chose. Réactivé en 2016 à sa tête Bonkana Maïga, seul membre restant de la formation originelle qui espère faire revivre le groupe avec de nouvelles sonorités, accompagné ici par le chanteur guinéen Mori Kanté. Un film majeur sur leur histoire sera bientôt publié pour attirer encore plus l'attention sur un groupe presque oublié depuis un demi-siècle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.